Alors, on est de retour. Alors, la loi sur l'équité salariale est entrée en vigueur l'an dernier pour les secteurs privés et publics. Aujourd'hui, nous avons Verda Cook avec nous pour nous donner un survol de la loi pour les gens qui n'ont pas eu la chance encore de travailler avec Verda. Et j'étais censée lire sa biographie, mais là, on essaie de gagner du temps. Alors, on va passer tout de suite à vous, Verda. Oh, I haven't even started yet. Wow, j'ai même pas commencé encore. Bonjour. Je m'appelle Verda Cook. Je travaille pour la FPC. Je suis heureuse d'être là aujourd'hui. J'ai travaillé comme agente à la paix et à l'équité dans la section des négociations depuis 12 ans. Nous sommes ici à une conférence sur le leadership. Vous apprenez davantage sur les structures du syndicat. Pour la classification, nous avons des gens qui travaillent en négociation et on a des gens qui travaillent dans la section des griefs. Alors moi, je suis du côté négo. Je travaille depuis longtemps à l'UCET pour la classification des aéroports et la marine de l'Atlantique. J'espérais donc que ce soit une séance interactive. C'est très important, impressionnant d'être ici dans une salle de cette taille. Ça fait longtemps, là. Alors, tout le monde est nouveau ici dans le leadership. Bon, peut-être pas lui, mais est-ce que c'est la moitié des gens qui sont nouveaux? L'autre moitié, ça fait un bon bout que vous êtes en leadership? D'accord. Alors, j'aurais bien aimé être ici pour toute la séance, mais parce que c'est très utile, mais voilà. Savez-vous c'est quoi l'équité salariale? Est-ce qu'il y en a qui n'ont jamais entendu parler de ça? Est-ce que vous savez exactement ce que ça veut dire l'équité salariale? Je sais que ça peut porter à confusion, l'équité en matière d'emploi, l'équité salariale. Eh bien, moi, je suis là pour juste parler de l'équité salariale, ce qui n'est pas l'équité en matière d'emploi. Alors, il y a une nouvelle loi. Vous savez? Qui c'est qu'il y a une nouvelle loi? C'est bon. Alors, pour certaines personnes, c'est des nouvelles informations et pour d'autres, c'est peut-être des compléments d'informations. Nous allons donc nous lancer avec la première diapo. C'est-tu moi qui vais avancer les diapos ou vous? Ah, c'est moi qui vais. D'accord. Moi, je suis en vacances. Donc, je suis un peu en mode au ralenti. Là, on a beaucoup travaillé cette année. Alors, avant de commencer de parler de l'équité salariale, je pense qu'il faut parler d'abord des raisons pour le besoin. Alors, j'aime ça commencer par une approche plus large pour les gens qui ne travaillent pas dans ça là, tous les jours. Alors, j'aime commencer avec les statistiques sur la pauvreté. La pauvreté fondée sur le genre. Alors, on parle de genre lorsqu'on parle d'équité salariale. Alors, avec les statistiques de Statistique Canada, on voit cette question, cet enjeu de pauvreté fondé sur le genre, où les femmes sont plus susceptibles de vivre dans un ménage à faible revenu que les hommes. Il y en a qui sont surpris et c'est encore pire si les femmes sont des femmes monoparentales. 30 des mères monoparentales élèvent leurs enfants dans la pauvreté au Canada. Alors, cette forme de pauvreté touche aussi les jeunes Canadiens et Canadiennes ainsi que les enfants.
Les statistiques sur la pauvreté fondées sur le genre sont de plus importants lorsqu'on regarde différents secteurs de la population, comme les femmes autochtones racialisées, transgenres, les femmes ayant un handicap. Par exemple, les filles et les femmes autochtones, 34 vivent dans la pauvreté. De plus, 23 des femmes ayant un handicap vivent dans la pauvreté au Canada aujourd'hui. Et puis, le taux de pauvreté, pour comparaison, en 2018 était de 11 Alors, 11 c'est ce à quoi on s'attend. Si ça va au-delà de 11 on se dit qu'il y a peut-être un problème. Bien évidemment, il y a un problème. Il y a aussi le concept important de l'écart salarial homme-femme, et cela considère les statistiques qui indiquent le combien de moins les femmes gagnent comparativement aux femmes. Alors, c'est exprimé en pourcentage. Cet écart salarial existe partout au monde. L'OCDE, l'Organisation de la coopération et du développement économique, est un organisme mondial qui étudie les statistiques du point de vue mondial et fait une comparaison entre les pays. Alors, on peut voir où se situe le Canada en matière d'écart salarial entre hommes-femmes. L'OCDE fait actuellement une étude, et je pourrais vous envoyer un lien, qui étudie 44 pays. Et le Canada se classe au 7e rang parmi les 44 pays de l'OCDE, parmi les pires, où il y a l'écart le plus important. Alors, on est le numéro 7, donc ça va pas trop bien. Alors, il faut peut-être oublier cette idée qu'on est incroyable en tant que pays. Et puis, au Canada en particulier, Statistique Canada a estimé en 2019 que pour chaque dollar gagné par un homme au Canada, une femme gagne 76,8 cents. Alors, sous une autre optique, peut-être on pourrait se dire que la coalition de la paie égale dit que ça prend une femme en moyenne 15 mois et demi pour gagner, avant de gagner ce que gagne un homme en 12 mois. Alors, c'est une autre façon de voir les choses. Aussi, lorsqu'on parle de la population des femmes, cet écart salarial est plus important pour les femmes provenant des groupes d'équité, ainsi que les femmes immigrantes récemment arrivées au Canada. Alors, d'où vient cet écart salarial? Alors, on dit qu'on l'a. Quelles sont les raisons pour cet écart? La première chose, c'est la surreprésentation des femmes dans le travail à temps partiel, ce qui regarde on regarde en général tous les types de travail, temps plein, temps partiel, etc. Mais en réalité, au Canada, les femmes sont plus souvent dans un travail à temps partiel que les hommes. Il y a peut-être des responsabilités de soins, d'autrie, ainsi que d'autres. Si un jour vous travaillez en égo, et moi je travaille en égo, c'est pour ça que je dis toujours que si on veut améliorer la condition féminine au Canada, il faut aussi se battre pour les avantages pour les travailleuses et travailleurs à temps partiel, parce qu'on sait que cela peut améliorer la condition des femmes. Alors, il y a d'autres raisons pour cet écart aussi. De un, les femmes sont souvent dans des industries moins bien payées. Alors, si les femmes sont moins bien payées et représentées davantage dans ces industries, eh bien, ça répond à la question. Aussi, les femmes sont souvent dans les métiers et professions qui sont moins bien rémunérés. Et aussi, le travail traditionnellement effectué par les hommes est mieux rémunéré que celui des femmes. Alors, certains de ces enjeux peuvent trouver une solution dans les négociations et l'équité salariale.
Si on parle de classification, je ne sais pas si vous avez déjà travaillé dans ce domaine dans vos milieux de travail. La classification, le classement, eh bien, lorsqu'on a un plan de classement ou de classification neutre en genre, ça nous aide à mieux comparer les postes. Les postes sont peut-être très différents, mais on peut considérer la valeur des postes. Donc, l'équité salariale ne parle pas de la surreprésentation des femmes en travail à temps partiel, mais ça parle des trois autres enjeux que j'ai mentionnés. Ce qui nous amène à cette question-ci. Qu'est-ce que l'équité salariale? La définition de l'équité salariale, c'est une paye égale pour un travail de valeur égale. Alors, ça pourrait sembler être très simple, mais il y a du contexte qui sous-tend cette définition. Alors, ce que ça veut dire, c'est que, bon, c'est pas que les femmes dans un poste pareil à un homme sont moins bien payées. En tant que syndicat, on travaille fort pour établir les taux salariaux pour éviter ce genre de situation, mais c'est vraiment des femmes dans deux postes différents d'une valeur égale pour l'employeur ne reçoivent pas la paye égale. Alors, c'est ça qu'on essaie de faire avec l'équité salariale. Alors, si le poste est d'égale valeur pour l'organisation, eh bien, le salaire devrait être identique. L'équité salariale, c'est un droit de la personne. Hein? Et un droit de la personne, ça devrait être inaliénable et ça devrait être quelque chose qui ne peut pas nous être enlevé. Et ça fait partie de la loi sur les droits de la personne depuis 1976, près de 50 ans, soit. Alors, l'équité salariale réduit l'écart entre les emplois à prédominance féminine et les emplois à prédominance masculine de valeur égale. Alors, c'est ça qu'on vise. Je peux maintenant vous expliquer ce que vous voyez. On parle des postes dominés par prédominance féminine. Souvent, eh bien, ce qu'on cherche, c'est de regarder les postes et regarder le pourcentage de femmes dans les postes. C'est comme ça qu'on détermine si c'est un poste homme ou femme. Alors, c'est pas juste les femmes qui vont recevoir des ajustements de paye. S'il y a un homme qui travaille dans un domaine touché par cela, eh bien, eux aussi vont recevoir l'augmentation. Et je dis ça parce qu'il y a une croyance qui dirait que les ajustements des femmes d'équité salariale sont seulement pour les femmes, mais non, c'est pas vrai. Et certains des gains majeurs dans les ajustements en matière d'équité salariale pour votre syndicat, eh bien, c'est les hommes qui ont profité. Alors, c'est pas une question de qui travaille dans ces postes-là, mais c'est une question de personnes. Aussi, on regarde la valeur des emplois à l'intérieur d'une organisation. Alors, c'est pas basé sur les marchés, sur tous les salaires d'une certaine région dans des postes similaires. Non, c'est seulement chez vous, chez votre employeur. Alors, parfois, ça porte à confusion. Est-ce qu'on va à l'extérieur ou à l'intérieur pour être équitable à l'intérieur d'une même entreprise? De plus, lorsqu'on augmente les salaires pour minimiser l'écart salarial, on ne réduit pas les salaires des postes dominés par les hommes parce que c'est illégal. Hein? En vertu de la loi, il n'y a personne qui va perdre son salaire ou ses avantages après un exercice d'équité salariale. Ce que ça fait, c'est que ça remonte les postes qui ont été sous-rémunérés de façon historique. Mais il n'y a personne qui va perdre de son salaire, de ses avantages. Et ça pourrait bien rassurer les membres s'ils savent que tout le monde est gagnant, qu'il n'y a personne qui va perdre de quoi, même s'il semblerait y avoir cette peur.
Nous allons maintenant parler de la loi. C'est une nouvelle loi et c'est très important. On s'est battu depuis longtemps pour cette loi. L'UCET, l'AFPC, etc., eh bien, c'est une réussite qu'on a fait à cause des syndicats qui se sont luttés pour une meilleure législation. Alors, je voudrais vous parler de l'historique, d'où on vient, où on est. Alors, l'équité salariale est un droit fondamental qui peut être difficile à appliquer depuis 1976, entraîné dans la loi sur les droits de la personne, et ça a toujours été très difficile à atteindre l'équité salariale. Et comment on a fait? Eh bien, c'est pas encore terminé, en fait. En le mettant dans la loi sur les droits de la personne, eh bien, c'était basé sur une plainte. Quelqu'un devait dire que ces droits de la personne étaient touchés à cause d'une discrimination salariale et que eux devraient déposer une plainte et ce serait aux plaignants de prouver qu'il y a eu une entrave aux droits de la personne. Alors, c'est très lourd, ça, comme processus, d'avoir à prouver tout cela. Et les syndicats l'ont fait pendant des décennies, en fait. Et ce qui arrive, c'est que c'est très long de bâtir une cause, beaucoup de ressources, d'argent, de personnel et d'avocats. Et ça met les choses sur une base contentieuse. Alors, le processus devient contentieux pour établir un droit de la personne. Alors, pendant plusieurs années, l'élément et l'AFPC se sont luttés pour avoir l'équité salariale pour les membres. Donc, nous avons dépensé des sommes importantes. On a toutefois eu des gains importants, comme le 3 milliards de dollars qu'on a reçu du gouvernement fédéral qui est allé dans les poches des membres. C'est en fait de l'argent qu'ils auraient dû recevoir, mais on a passé des décennies en cours pour aller chercher l'équité salariale pour nos membres. C'était donc un gain très important, mais aussi avec des coûts très importants qui s'y étaient rattachés. Il y a des membres du gouvernement fédéral qui attendaient depuis des années leur argent et croyaient qu'ils allaient même pas survivre assez longtemps pour recevoir leur chèque. Alors, c'est bon d'avoir la législation et un processus, mais ça a été un processus assez positif et on a commencé à faire du lobbying pour une législation proactive. Alors, la différence entre la proactivité et basée sur une plainte, c'est que la proactivité, l'obligation est sur l'employeur pour faire un exercice d'équité en matière d'emploi et pour prouver qu'ils ont mis en place l'équité salariale. Donc, c'est la responsabilité de l'employeur, pas de quelqu'un qui déposerait une plainte pour dire qu'il y a entrave aux droits de la personne. Alors, en 2001, le gouvernement a nommé un groupe de travail indépendant chercher d'examiner l'amélioration de la législation fondée sur les plaintes pour essayer de faire des recommandations pour améliorer la législation. Et c'est arrivé. On a réussi à mettre sur pied un groupe de travail qui est allé demander que les recommandations soient mises en œuvre. Alors voilà où on a commencé, puis on est allé au lobbying et à la représentation. Stephen Harper est arrivé en 2006 et vous vous rappelez sûrement à quel point c'était difficile pour les syndicats. Et puis le gouvernement, Stephen Harper et son gouvernement n'ont pas vraiment appuyé les lois sur l'équité salariale. Ils ont pensé que ce n'était pas dans l'intérêt du contribuable d'augmenter les salaires des personnes dans des professions prédominance féminine de payer le même montant pour un travail égal. Donc, il y avait énormément de choses qui se produisaient à cette époque, y compris la promulgation d'une nouvelle loi qui s'appelait la loi de la compensation la loi sur la rémunération du secteur public. Et donc, ce qu'ils ont fait, c'était de transférer cette question d'équité salariale en une question de négociation. Ils ont dit, vous devez négocier cela parce que ce n'est pas quelque chose qui vous revient de droit. Donc, on a dû remettre en question cette position.
Et c'est la position que la FPC a défendue et cela a retiré aux plaignants le droit de soumettre un grief. Et puis on a élargi le spectre de la définition des professions à prédominance féminine. Et à ce moment, ils ont dit qu'on devait avoir au moins 70% de l'effectif dans une profession donnée constituée de femmes. Et donc, pour l'instant, c'est 60. Donc, quand vous montez la barre, vous avez moins de métiers pour lesquels les salaires peuvent être augmentés. Et donc, c'était vraiment une période difficile pour nous parce que, vous savez, si on est en train de dire que l'équité salariale est un droit humain et vous dites plutôt qu'on doit le négocier, et donc cela commence à remettre en question tout simplement le fait de savoir si c'est vraiment un droit humain. Tous ceux qui sont à la table des négos, les droits de la personne, en fait, l'emportent sur la convention collective. Nous ne pouvons pas retirer aux gens leurs droits humains autour de la table de négo. Nous ne devons pas nous retrouver à la table de négo à essayer de défendre les droits humains. Et ce n'est pas quelque chose qui est ouvert à la négociation. Et donc, nous avons dû remettre en question la charte sur la base du fait que c'était une violation des droits à l'équité et que c'était également une violation du droit d'association parce qu'il ne nous permettait pas, en tant que syndicat, de défendre nos membres comme on le souhaitait. Et donc, on se rend donc à 2018, quelques années plus loin, donc 14 ans après le rapport du groupe de travail sur l'équité salariale. Donc, pour vous donner un contexte, pendant 10 ans, le rapport est sorti, ils ont donné des recommandations. Ils ont dit qu'il fallait de la législation proactive sur l'équité salariale. Et donc, pendant 10 ans, les syndicats ont demandé au gouvernement de mettre en place ces recommandations et de promulguer des lois. Et cela ne s'est pas produit avant l'arrivée au gouvernement des libéraux qui ont donc passé des lois proactives sur le sujet. Et puis, ça a pris du temps pour soumettre des projets de loi et de les voter. Et donc, à l'été dernier, donc le 31 août 2021, nous avons finalement pu avoir nos lois proactives sur l'équité salariale. Je pense que le message que j'aimerais vous passer, c'est que nous avons combattu bec et ongle pour cela. C'est le mouvement des travailleurs qui nous a permis d'avancer dans ce domaine. Et puis, des fois, quand on n'a pas été là pendant la dernière décennie de combat, on ne peut pas s'en rendre compte, mais la raison pour laquelle nous avons cette loi maintenant, c'est parce que le mouvement syndicaliste a combattu pour cela et puis essentiellement appuyé par des femmes qui ont apporté une contribution non négligeable. Juste pour vous expliquer exactement de quoi il retourne dans cette loi, nous avons maintenant un commissaire ou un ministre qui est le ministre responsable de l'équité salariale, dont la responsabilité est de s'assurer de la mise en œuvre de cette loi sur l'équité salariale. Et donc, cela couvre les secteurs, les employés du secteur public et privé où il y a des structures où il y a plus de 10 employés. Donc, c'est assez varié. Donc, ils doivent mettre en place un plan d'action pour l'équité salariale pour s'assurer que à poste et à travail égal, salaire égal. Donc, cela s'applique à plus d'1 million de personnes au Canada. Donc, c'est assez exhaustif, large dans sa portée. Et même à l'AFPC, cela couvre plus de 200 unités de négo et couvre la plupart des employeurs de l'UCET. Et donc, ce plan doit être élaboré par chaque employeur qui tombe sous la réglementation fédérale d'ici septembre 2024. Donc, disons 2 ans, dans 2 ans au plus tard. Donc, je pense que tout cela commence à prendre forme. Donc, une fois que ce plan a été mis en place, l'employeur doit également analyser ce plan tous les 5 ans pour s'assurer que l'inéquité salariale ne s'est pas réintroduite dans le système de paye de l'entreprise. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails de comment est-ce que ce plan est élaboré parce que je ne pense pas que pour le public que vous êtes, cela soit utile pour vous. Mais si vous faites partie d'un comité d'équité salariale, nous avons également une formation qui est offerte à cet effet. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous ici qui fait partie de ces comités-là? Ah, ben, levez la main, s'il vous plaît, si vous faites partie d'un comité d'équité salariale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, 7 personnes. Donc,
vous pourriez, plus tôt, j'ai donné une séance, peut-être que vous faisiez partie de cette séance-là, et la FPC va continuer à vous apporter des formations pour les membres de l'UCED qui siègent au sein des comités d'équité salariale pour qu'ils puissent savoir exactement comment travailler au sein de ce comité et mettre en œuvre les différents processus nécessaires. Donc, en ce qui concerne le comité, voilà ce que dit la loi. Il y a un certain nombre de règles lorsqu'il s'agit de comment est-ce que le processus doit se dérouler. Le comité doit compter au moins 50 de femmes. Il doit regrouper l'employeur, le personnel syndiqué et bien entendu le personnel non syndiqué. Donc, nous n'avons pas exclu les employés, la gestion. La gestion, les membres de la direction sont des employés également. Donc, ils ont une place à la table, mais 2 tiers des membres doivent représenter le personnel, donc les employés. Donc, on ne sait pas exactement, on n'a pas beaucoup de détails sur la constitution ou la taille de ces comités, mais nous avons 3 représentants pour nous-mêmes et puis l'employeur va avoir 2 représentants. Nous pourrions avoir un peu plus si nous le souhaitions. Il n'y a pas beaucoup de prescriptions là-dessus, mais on doit respecter le ratio des 2 tiers. Donc, également, la prise de décision doit être par consensus et par collaboration. J'ai passé énormément de temps pendant la formation que j'ai faite pour les membres du comité. J'ai parlé énormément du consensus et de la collaboration et c'est assez commun pour ceux d'entre vous qui ont fait partie des comités conjoints sur la classification des emplois. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont fait partie de ces comités-là? Ben, à peu près les mêmes nombres. Donc, bon nombre de personnes n'ont pas été dans des comités conjoints de classification des emplois, d'emplois. Donc, les comités de classification d'emploi ne sont pas des comités de négo. Donc, la plupart du temps, c'est un peu conflictuel. On n'est pas en train de soumettre des propositions et des contre-propositions. En fait, il est question d'arriver à une fin assez équitable. On devrait se retrouver sur la même page à ce niveau. Donc, si on n'arrive pas à arriver à un consensus, il devrait y avoir un processus qui consiste en un vote et une des choses que l'AFPC surveille est de s'assurer que l'employeur obtient un vote et puis le groupe des employés obtient également un vote. Donc, si vous avez l'UCED qui siège, vous pourriez avoir d'autres syndicats, bien entendu, hein, parce que des fois, certains de nos employeurs ont différents syndicats. Certains de nos employeurs ont différents syndicats, donc ils sont là à la table. Donc, tous ensemble, nous sommes le groupe des employés et nous avons une seule voix. Et donc, si nous sommes incapables de décider au niveau de notre vote, à ce moment, l'employeur décide. Donc, cela pose un énorme problème et dépose une responsabilité sur les épaules des employés d'arriver en consensus. Sinon, la décision revient à l'employeur. Donc, notamment, c'est souvent difficile lorsqu'il y a beaucoup de syndicats impliqués. On se demande souvent, est-ce qu'on a besoin d'un caucus entre syndicats pour s'assurer qu'on est sur la même longueur d'onde? Parce que très souvent, il est important pour nous, pour la réussite de la mission, de parler d'une même voix. Donc, cela nous a fourni également des opportunités de collaborer avec d'autres syndicats dans notre organisation parce que très souvent, on ne fonctionne pas bien ensemble ou on ne collabore pas suffisamment ensemble. Donc, cela pourrait nous offrir une opportunité de créer des relations, des liens avec d'autres syndicats au sein de notre organisation. Alors, la responsabilité du comité, très rapidement, c'est d'élaborer un plan sur l'équité salariale dans 2 ans et cela consiste à identifier les classes d'emploi. Certains emplois pourraient être regroupés ensemble et n'ont pas nécessairement besoin d'être évalués de manière séparée s'ils sont suffisamment similaires. Une fois qu'on a une liste de la classification des emplois, on doit déterminer si c'est des emplois à prédominance féminine ou masculine. J'en ai parlé un tout petit peu tantôt. Si les occupants de ce corps de métier sont à 60% et plus constitués de femmes, à ce moment, ça va être considéré comme un poste des emplois à prédominance féminine. Mais la loi ne nous parle pas, par exemple, des stéréotypes au niveau des certains emplois, l'historique des emplois dans ce domaine-là. Par exemple, un emploi qui est souvent considéré en général comme étant à prédominance féminine, c'est les postes d'adjointe d'administration. Mais dans l'histoire, on a constaté que statistiquement parlant, il y a quand même autant d'hommes que de femmes, mais traditionnellement, c'est un métier qui a souvent été considéré par la société comme étant à prédominance féminin. Donc,
Et aussi, des fois, ça peut être juste un emploi où il y a une seule personne qui occupe le poste. Et puis, très souvent, ça peut être considéré comme étant prédominance féminine ou masculine, alors que cela pourrait ne pas être une bonne indication de la compréhension culturelle de ce poste-là. Donc, lorsque nous avons compris, par exemple, que voici des postes à prédominance masculine ou féminine, nous devons donc déterminer la valeur de ces postes. Et c'est à ce niveau que le volet classification entre en jeu. Pour ceux d'entre vous qui ont de l'expérience dans le domaine, on commence donc, je vous épargne les détails du processus de classification. Et donc, on va donc procéder à le processus d'évaluation pour pouvoir comparer les oranges et les pommes. Donc, voilà. Et donc, par exemple, on va dire cet emploi, c'est 501 points, l'autre, c'est 280 points, et puis on peut dire que les emplois qui sont entre 1 point, entre 1000 et 1010 10 points sont de valeur égale et devraient recevoir un salaire équitable. Et si nous rendons compte que ces personnes ne sont pas payées de la même façon, alors l'employeur a l'obligation d'augmenter les salaires dans cet emploi-là dans le même échelle. Par exemple, on disait peut-être de 1000 à 5000. Donc, d'augmenter la valeur de cet emploi-là dans le même groupe d'emplois similaires. Alors, voilà comment est-ce que vous réduisez ou amenuisez l'écart salarial. Et donc, le comité doit intégrer cela dans le cadre d'un plan. Voilà un résumé de ce qu'on a fait, voilà ce qu'on a constaté, voilà les ajustements qu'on propose d'apporter. Quand je parle d'ajustement, je ne parle pas d'argent. Et donc, ils élaborent le plan, ils le publient au lieu de travail. Et puis, pendant un certain temps, les gens ont la possibilité de réagir. Et après un certain temps, ça devient officiel. Le comité a également la responsabilité de communiquer avec les employés. Donc, dans vos milieux de travail, si vous êtes soumis à la réglementation fédérale, vous devez recevoir les communications de ce comité. Et c'est quelque chose auquel vous devez avoir accès et vous devez être au courant de ce qui se passe au niveau du comité d'équité salariale et d'en être informé de l'évolution des conversations. Il n'y a pas énormément d'échéances dans cette loi, mais il y a quand même des jalons. Le premier étant, et c'est déjà passé, c'était l'automne dernier, le 1er novembre 2021, l'employeur aurait dû déjà avoir affiché au travail un avis énonçant ses obligations dans le cadre de cette loi sur l'équité salariale et de vous informer qu'ils vont mettre sur pied un comité. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont vu ces avis-là? Juste levez la main si vous avez vu de tels avis dans vos milieux de travail, s'il vous plaît. Donc, je vois plus de gens lever la main. Donc, beaucoup de personnes ont vu ces avis-là passer. Donc, on aimerait voir quand même tout le monde lever la main. Il pourrait y avoir des raisons pour lesquelles vous n'avez pas remarqué cela, mais c'est une responsabilité légale de l'employeur. Si vous n'avez pas vu, vous pouvez contacter votre département des ressources humaines et vous renseigner à ce sujet. Donc, et la prochaine échéance, c'est jusqu'à la fin, donc le 3 septembre 2024, le plan d'équité salariale doit être achevé déjà. Toutefois, les employeurs peuvent demander des moratoires et on est en train de réfléchir tel qu'on voit et tel que l'AFPC examine le processus et l'évolution de ce dossier au niveau des employeurs. On doit probablement s'attendre à des moratoires. Donc, le jour suivant, la mise en œuvre, l'achèvement du plan d'équité salariale, qui est le 4 septembre, l'employeur commence à verser des rajustements salariaux aux employés. Donc, à ce moment, vous devez commencer à avoir des changements au niveau de votre salaire, de votre bulletin de paie. Et puis, à l'année suivante, l'employeur doit fournir une déclaration annuelle au commissaire à l'équité salariale pour expliquer où ils sont rendus, pour dire, par exemple, nous avons changé les salaires pour certains emplois qui étaient sous-évalués, nous avons terminé le processus. Alors, en tant que syndicat, nous avons des responsabilités dans le cadre de cette loi également, ce qui est assez fréquent.
Je vais les mettre ici, même si je ne pense pas qu'on va faillir à ce devoir ou manquer à ce devoir, parce que nous sommes ceux qui avons combattu pour cela. Donc, on ne peut pas mener des activités de représailles contre une personne qui défend ses droits en vertu de la loi. Le commissaire à l'équité salariale peut émettre une ordonnance contre un employeur ou un syndicat qui ne respecte pas la loi. Donc, nous avons la responsabilité de dire exactement qui sont nos représentants au sein de ce comité. Nous ne pouvons pas retarder le processus et puis rendre difficile de respecter nos obligations en vertu de cette loi. Donc, on doit agir de manière active dans le cadre de ce processus. Et puis, il y a des pénalités financières s'il est prouvé que nous avons manqué à nos responsabilités. Et cette pénalité peut aller jusqu'à 50 000 $ vis-à-vis de l'employeur ou d'un syndicat si il est avéré que nous avons manqué à notre devoir. Donc, l'employeur a la responsabilité de faire avancer ce processus ainsi que nous-mêmes. Mais techniquement, je pense qu'il est important pour nous de nous rendre compte que nous avons également des obligations et des responsabilités en vertu de cette loi. Alors, c'est vraiment un énorme sujet et cela se produit avant la mise en œuvre du comité parce que je vais vous dire ce qui se passe. L'avis a été produit, l'employeur doit être en train de mettre en place ces comités, les syndicats doivent informer l'employeur de ses représentants au sein de ces comités et puis les comités doivent entamer leur travail. Mais dans cette loi, il y a l'option d'avoir plusieurs comités sous un seul employeur. Pour dire, par exemple, prenons l'exemple du Conseil du Trésor. Par exemple, il y a plusieurs syndicats au sein du Conseil du Trésor et donc nous pensons que ça fait plus de sens au lieu d'avoir un plan d'ensemble et d'évaluer tous les postes au sein du Conseil du Trésor et de s'assurer que tous ces postes-là sont comparés les uns avec les autres et que nous avons une équité salariale complète et universelle en ce qui concerne tous les employés du Conseil du Trésor. Il y a la possibilité de dire, éclatons cela à travers les différents syndicats et puis d'avoir plusieurs plans. On peut décomposer les employés probablement par syndicat et dire, par exemple, allons voir nos employés, les membres du syndicat PIPS constituer un plan, les membres de l'FPC, par exemple, les membres des employés exclus, avoir un plan. Donc, on pourrait avoir un comité pour chacun des plans. Et ce que le comité essaie de voir, ce n'est pas l'employeur complet, mais plutôt des sous-sections de cela. La conséquence de cette décision-là signifie que nous n'allons pas avoir l'équité salariale sur l'ensemble de l'organisation, mais nous allons en avoir à travers dans le sous-groupe. Donc, beaucoup d'employeurs militent pour cette option-là parce que c'est un processus coûteux. Et il y a énormément de risques impliqués parce qu'il n'est pas clair de savoir combien ils doivent payer en compensation aux employés. Donc, si vous séparez cela, vous décomposez cela en petites sous-sections par employeur, souvent basé sur le système de classification que vous avez déjà en place. Si l'employeur a 3 systèmes de classification au sein de son organisation et qu'il a déjà une classification neutre en termes de genre, parce que la plupart de nos systèmes de classification, 50 ans après l'équité salariale, la plupart de ces classifications-là sont neutres sur le plan du genre. Donc, c'est un peu un processus qui consiste à mitiger le risque d'avoir plusieurs plans parce que cela pourrait vous rassurer que vous n'allez pas avoir des grands écarts salariaux comparés à la fois où, pour la première fois, vous comparez des emplois à l'échelle de votre organisation. Donc, voilà justement ce qui se produit en ce moment dans le débat d'avoir un plan ou plusieurs plans. Donc, également, l'employeur va mener plusieurs plans. Donc, c'est comme ça que nous allons pouvoir arriver à l'équité salariale et comparer différents emplois. Donc, c'est ça le but. Donc, si vous souhaitez, si l'employeur le souhaite ou le syndicat le souhaite, d'avoir plusieurs plans, ils peuvent demander l'autorisation à avoir plusieurs plans auprès du commissaire. Et cette demande doit être approuvée pour qu'il puisse en avoir. Donc, c'est ce qui se passe en ce moment auprès du Conseil du Trésor parce que le Conseil du Trésor a demandé au commissaire d'avoir plusieurs plans. L'AFPC va également soumettre une objection à cela et réclamer et demander à avoir un seul plan parce que c'est ça le principe et l'esprit de cette loi.
Nous avons également vu auprès de certains employeurs le faire. Ça se produit peut-être dans votre milieu de travail en ce moment. Et donc, la position générale de la FPC, c'est d'avoir un plan unique. Il pourrait y avoir des exceptions dans des situations où c'est trop compliqué d'avoir un seul plan. Et à ce moment, le syndicat pourrait décider et tomber d'accord sur plusieurs plans. Mais en principe général, nous allons militer pour un plan unique. Et c'est ce qui est sous-entendu dans le cadre de cette loi. Donc, il ne s'agirait pas uniquement si l'employeur demande au commissaire d'avoir plusieurs plans. Ce n'est pas comme si on va de manière automatique dire oui, pas de souci. Il y a un processus qui permet au commissaire d'étudier et de décider si oui ou non il accorde un plan, une option de plusieurs plans. On doit s'assurer que cela sert les intérêts de la loi et comment est-ce que cela permettra d'arriver à réaliser l'équité de genre et salariale. Donc, ils doivent prouver comment est-ce que cela s'attaque aux questions de compensation basées sur la discrimination systémique. Et puis, ils doivent prouver également que le processus ne sera pas affecté si on utilisait plusieurs plans. Donc, ils doivent justement démontrer qu'ils ne sont pas en train d'opter pour les plans multiples juste pour réduire le risque pour eux d'avoir payé reverser des compensations aux employés, notamment dans des emplois à prédominance féminin qui ont été sous-évalués par le passé. Donc, voilà les étapes qui doivent être réglées avant que le comité soit mis en phase. Donc, c'est comme une phase de pré-lancement. Et donc, des fois, vous vous rendez compte que cette étape-là retarde le processus énormément. Donc, voilà, par exemple, une étape qui va retarder le processus pour le Conseil du Trésor et qui va également retarder le processus auprès de certains employeurs, notamment si l'employeur insiste à demander la permission d'avoir plusieurs plans. Certains employeurs ne le font pas. J'ai déjà eu à traiter avec des employeurs où le syndicat a dit non, nous voulons un seul plan et nous voulons être comparés à ce groupe, cette classification des emplois élevés et nous voulons savoir si nos emplois ont été sous-évalués comparativement à d'autres emplois. Et donc, certains employeurs vont dire, OK, d'accord, on va procéder avec un seul plan, on ne va pas se mettre à combattre cela si le syndicat est contre. Donc, en termes de mettre en place les comités, vous devez savoir combien de comités vous allez avoir. Nous sommes en train de dire qu'en tant que syndicat, commencer le comité en supposant qu'on va avoir un comité unique et puis on pourrait discuter au niveau du comité des options. Donc, pour les plans multiples, je pense qu'ils ont besoin de la permission du commissaire. Et ceci est tout nouveau, comme on le disait. Et comme nous le disons, nous sommes là en train d'essayer de réfléchir sur comment est-ce que les choses vont se jouer. Et donc, nous observons le commissaire pour voir comment est-ce que le commissaire va quelle sera la position du commissaire. Et puis, vraiment, le Conseil du Trésor, ça va être vraiment un élément très, très important. Je ne sais pas si ça va être approuvé ou non, mais je pense qu'il faut prouver que des plans multiples sont vraiment le meilleur moyen ou la meilleure solution pour s'attaquer à la discrimination de genre qui existe dans le système. En termes des paiements ou des reversements, qui sont appelés des ajustements salariaux, mais c'est de l'argent. On trouve toujours un autre moyen de parler d'argent. Hein? Donc là, on parle des rajustements, des ajustements qui doivent être effectués le jour suivant la publication de l'équité salariale, de l'annonce sur l'équité salariale. Donc, lorsque c'est établi que lorsque cela est établi, les ajustements doivent commencer à suivre à partir du prochain chèque de paie. C'est important lorsque nous négocions à la table de négo. Nous devons également négocier combien de temps ça prendra pour que nous commencions à recevoir les ajustements salariaux. Je pense que le prochain chèque de paie, généralement, c'est notre délai souhaité ou idéal. Donc, il faut noter qu'il y a une possibilité d'intégrer ces changements salariaux en phase, donc notamment si l'employeur se retrouve dans une situation où il doit payer plus d'1% du salaire en ajustement. Donc, certains employeurs pourraient être éligibles pour des reversements en phase parce que ça pourrait constituer une augmentation assez importante au niveau de leur salaire. Et les employeurs peuvent également peut se voir accorder une extension dans le cadre de cette loi. On a parlé de septembre 2024, mais étant donné qu'il pourrait y avoir des retards à voir si on veut un plan unique ou de plans multiples et également le pré-lancement, nous pourrions également voir énormément
d'employeurs demander des extensions ou des moratoires dans le cadre de ce plan. Mais ce qui est bien dans le cadre de ce plan également, c'est que cela ne change pas leurs obligations vis-à-vis de ces ajustements qui sont tenus d'apporter. Donc, cela signifie tout simplement que s'ils obtiennent une extension ou un moratoire, ils vont verser des paiements rétroactifs aux employés qui doivent bénéficier de ces ajustements. Donc, il n'y aura pas de perte d'argent dans ce cas, il va y avoir juste des retards. Mais cela est dû aux anciens employés également. Donc, si vous avez quitté l'organisation, étant donné le temps que ça prend, c'est une possibilité, vous aurez tout de même droit à ces ajustements salariaux. Je pense que c'est la dernière diapo. Je sais qu'il doit y avoir énormément de questions. Comment est-ce que l'équité salariale et les négociations collectives fonctionnent ensemble? Parce qu'à la table de négo, nous négocions également les salaires, mais il y a également le processus d'équité salariale qui consiste également à augmenter les salaires. Comment est-ce que ça marche? Alors, je ne peux pas dire, parce que tout cela se passe en temps réel, donc nous ne sommes véritablement pas rendus là pour l'instant, mais on en a parlé un tout petit peu. Donc, tout d'abord, étant donné que l'équité salariale est un droit humain, nous savons que les droits humains l'emportent sur les conventions collectives. Donc, c'est similaire à la question des salaires minimums ou du salaire minimum. Donc, si ça monte, nous n'avons pas besoin de négocier le salaire minimum. Donc, c'est à peu près la même chose. Donc, lorsqu'il y a des ajustements au niveau de l'équité salariale, je ne sais pas si ça va être la même chose ou si chaque organisation va déterminer sa façon d'aborder la question. Mais pour les salaires qui existent dans le plan, si cela est au-dessus de ce qui est contenu dans la convention collective, vous devez suivre ce qui est contenu dans le plan et non pas dans la convention collective. Donc, on voudrait pas nécessairement déterminer que c'est séparé, mais dans la réalité, je suis certaine que l'équité salariale va être à l'esprit des employeurs et des syndicats à la table de négociation. J'ai vu cela également parce que je suis impliqué dans les négociations et je sais que les employeurs, par exemple, ils savent qu'il y a un autre processus qui est en jeu, notamment en ce qui concerne les salaires. Et je pense que cela va les inciter à faire plus attention, je parle de l'employeur, et le fait que cela ne se dit pas à la table de négo ne veut pas dire que personne n'y pense. Donc, les augmentations dans le cadre de l'équité salariale vont affecter justement les négociations en avançant. Nous avons ce processus tous les 5 ans qui permet de corriger les inéquités salariales dans le cadre des conventions collectives. Donc, c'est bien de savoir qu'il y a un processus qui permet de corriger cela. Et je pense qu'on continue à négocier. On négocie de la façon qu'on négocie. On négocie des augmentations en général et le plus haut salaire possible pour nos membres. Et si on peut négocier des augmentations qui affectent également les personnes dans des postes à prédominance masculine plus que féminin. Et donc, ce qui se passe, c'est que ça va augmenter l'écart salarial, mais nous savons qu'il y a désormais un processus tous les 5 ans qui permet d'examiner ces écarts en termes de salaire et de les équilibrer ou de les ajuster. Et au fur et à mesure qu'on négocie, nous allons également établir un taux de paie pour que des postes de valeur égale puissent se rattraper également. Donc, je pense qu'on va juste rentrer dans les négociations et continuer ce qu'on fait. Et je pense qu'il va y avoir un processus de correction qui se produit tous les 5 ans dans le cadre de cette loi sur l'équité salariale. Et aussi longtemps que cette loi est en place, ce processus de maintenance ou de réexamination se produira tous les 5 ans et à l'infinité. Donc, voilà ce que je peux vous dire en ce qui concerne l'égalité salariale. Et au fur et à mesure qu'on va avancer, on aura plus d'analyses et plus d'informations sur comment est-ce que les deux fonctionnent ensemble et s'il y a des défis qui méritent d'être relevés et s'il y a des avantages à ce processus. Donc, voilà tout. Je crois que j'ai perdu un tout petit peu la notion du temps, mais s'il y a des questions, je me ferai le plaisir de vous apporter des réponses. Bon, je vais répéter. Je suis certain qu'il y a beaucoup de questions. On a le temps pour quelques questions. Les membres du personnel m'en veulent parce que je ne les avais pas avertis. Alors, bonjour. Si vous négociez et vous avez réglé avant le 24 septembre, est-ce qu'il faut attendre 5 ans? Est-ce que vous pouvez répéter? Si vous avez négocié votre convention collective, la nôtre le sera bientôt, et on arrive une entente avant le 24 septembre, on doit attendre 5 ans
avant de régler la situation de quelqu'un qui n'a pas un salaire suffisant. Alors, vous avez signé votre convention collective avant que le plan soit mis en place. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? C'est une fois que le plan est mis en œuvre, ça va peut-être augmenter certains emplois au sein de l'unité de négociation. Alors, ces salaires-là vont augmenter. Alors, vous allez retourner à la table de négociation avant que le processus d'entretien entre en cours. Alors, si on pense à cette situation actuelle et on règle dans les 6 mois, est-ce que ça ne devrait pas entrer en œuvre immédiatement après? Si quelqu'un a une augmentation de salaire de 5 de l'heure, est-ce que ça devrait être réglé immédiatement plutôt que d'attendre pour que le plan d'entretien soit réalisé? Vous allez négocier, vous aurez vos augmentations économiques. Il y a beaucoup de syndicats dans la ville, il y en a seulement un pour l'aéroport et on aime se comparer avec d'autres ministères dans la ville. Et ce n'est pas la même chose. Ils peuvent garder le salaire d'une personne bas et on va lutter pour une personne, une femme, pour qu'elle puisse avoir une meilleure augmentation parce que ce n'est pas juste. Et si on arrive à un règlement en décembre, le syndicat dit qu'on doit terminer avant le 3 septembre 2024. Est-ce qu'on peut le faire plus tôt pour que la personne puisse y avoir accès? Alors, ce que vous allez négocier, ce n'est pas l'équité salariale. Ça peut faire partie du justificatif. On pense que ce poste n'est pas rémunéré de façon suffisante. Donc, vous négociez et cette femme peut obtenir l'argent que vous cherchez pour elle en tant qu'augmentation salariale. Quand on est au processus d'équité salariale, c'est un comité qui examine ça de façon distincte. Ils vont regarder le nouveau salaire et elle ne va peut-être pas avoir un rajustement salarial parce que son salaire a augmenté. Ça va peut-être dépasser ce qu'elle aurait dû obtenir avec l'exercice d'équité salariale. Et on va regarder ce nouveau salaire, voir s'il y a toujours un écart salarial. Peut-être qu'elle est là, voilà où elle devrait être. Et vous avez négocié jusque-là, elle va augmenter jusque-là. Mais si vous négociez quelque chose de supérieur à ce à quoi ce qu'elle devrait obtenir, avec le processus d'équité salariale, elle ne va pas en obtenir plus. Inaudible, il n'y a pas de micro. Alors, on continue de faire pression pour avoir des salaires plus élevés. Ça sera peut-être compliqué de déterminer. Vous ne devez pas nécessairement faire un exercice d'équité salariale en négociation parce que vous ne disposez pas de l'information suffisante telle que le comité d'équité salariale l'aurait. Mais si vous croyez que son salaire n'est pas assez haut, continuez à lutter pour et faites confiance que le processus de comité d'équité salariale va combler des écarts qui vont rester. Eh bien, je siégerai au comité d'équité salariale. Eh bien, encore mieux. Je crois que ça devient trop compliqué si on cherche à faire le travail du comité d'équité salariale à la table de négociation. On fait la négociation à la table de négociation et on fait le travail du comité d'équité salariale de façon distincte. Mais si vous êtes à la table de négociation et vous trouvez un moyen d'augmenter des salaires, eh bien, je dirais allez-y. Alors, je ne comprends pas. Un comité de classification. Est-ce que vous pouvez répéter comité de la classification? La classification doit être faite pour obtenir l'équité salariale ou ça peut se faire de façon indépendante. C'est comme la première étape de l'équité salariale. Et ce que ça veut dire, c'est que vous prenez tous les postes dans votre organisation et vous calculez quelle est leur valeur pour l'organisation. Vous créez donc une hiérarchie d'emploi du PDG au directeur général ou vers le bas. Alors, ça crée une hiérarchie fondée sur la valeur. Et la valeur est la valeur que ça représente pour votre organisation. Dans certaines organisations, on valorise certaines compétences plus que d'autres. On a des casinos où tout le monde a le même niveau de connaissance en arrivant. Mais
Ce sont les aspects de service à la clientèle qui seront différents d'emploi en emploi. Vous créez une hiérarchie d'emploi et vous devez calculer pour chaque emploi quelle est sa valeur. La façon la plus simple de le faire, c'est avec un système de classification qui a plusieurs facteurs, connaissances, éducation, responsabilité pour la gestion, compétences de communication, conditions de travail. Il y a différentes cotes pour tous ces facteurs. Et le comité va dire pour l'adjoint administratif niveau 2 pour les connaissances, niveau 3 pour l'expérience, niveau 1 pour les communications. Et ensuite, vous avez un pointage qui est produit par ce pointage. Alors, ça vous donne 25 points, 50, il y a 200 points pour l'emploi. Donc, quand il y a une hiérarchie d'emploi, chaque emploi a une cotation complète. Et voilà comment vous déterminez quel emploi est le plus précieux pour l'organisation et lequel est le moins. Et ça vous permet de comparer différents emplois. Alors, quand vous avez créé un pointage, vous pouvez comparer ces éléments. Et c'est comme ça que la classification fonctionne. Alors, question suivante, ça serait, si vous trouvez que tout le monde est comparable, qu'est-ce qui nous empêche de passer... Est-ce que vous pouvez répéter? Si on a une profession où il y a 100% de femmes et vous faites l'exercice de classification et vous avez ces valeurs, est-ce que vous pourrez augmenter les salaires pour les autres qui font le même travail? Est-ce une organisation avec, seulement des femmes ou seulement des hommes? Alors ça, c'est le secteur de valeurs par substitution. Et on a, par exemple, les maisons de transition pour les femmes, les centres de toxicomanie pour femmes. Il y a certaines organisations où tous les emplois sont des femmes ou à prédominance féminine. Là, il faut trouver un comparateur externe, un autre employeur avec lequel vous pourrez comparer ces emplois. On ne peut pas le faire avec les valeurs à l'interne, avec le système de classification. On a une valeur attribuée à chaque emploi de l'organisation. Et si les jambes étaient semblables, on ne pourrait pas augmenter le salaire pour tous ces emplois. Mais parce que ce sont que les femmes, on n'a pas un groupe comparateur masculin auquel le comparer. Vous avez besoin de trouver des emplois de valeur égale qui sont à prédominance masculine. Alors, si vous n'avez pas d'emploi à prédominance masculine dans votre milieu de travail, la loi vous permet d'aller en dehors de votre milieu de travail pour les trouver. Mais il y a un processus disponible dans ces situations-là. Encore une question? En français? Oui. Alors, je veux savoir, vous avez parlé que le 4 septembre 2024, il y aurait probablement un paiement rétroactif si le salaire a été considéré plus bas. Ça va être à partir de quelle date que le rétroactif va s'appliquer à l'application de la loi en 2018 ou... C'est à partir de quelle date, quoi? Que le rétroactif va commencer. On ne va pas être rétroactif jusqu'en 1976, là. 76. Je ne sais pas si j'ai bien compris, comme si... Alors, quand est-ce qu'ils vont recevoir le changement de paie et jusqu'à quel temps? Since when? Depuis, yeah. non, depuis la date que le plan était fini. Alors, il n'y a pas comme rétroactivité du tout dans la loi. Ça commence le jour après que le plan était finalisé. Alors, il n'y a pas de rétro du tout. Fait que si le plan a été finalisé quelques mois avant, il y a un rétroactif de quelques mois. Oui, même pas. Ça commence quelques jours. Oui, le 4 septembre, c'est ça. C'est beau, merci. Mais s'il y a un délai d'avoir comme finalisé le plan, les personnes vont avoir rétroactivité jusqu'au 3 septembre. Okay, the last question over here. Dernière question là-bas. Bonjour. Alors, j'ai une question sur l'écart salarial entre les genres. Dans certains ministères,
Est-ce que vous pouvez vraiment parler plus fort? On ne vous entend pas. Donc, l'écart salarial, c'est statistique. Est-ce que certains X1 ou -1, -2 semblent être des emplois à prédominance féminine? Comment est-ce que cette statistique va les capter? Oui, j'ai de la difficulté avec le son ici. Je ne sais pas si ce sont les masques ou la personne qui parle. Est-ce que c'est mieux? Oui. Alors, quant à la statistique sur l'écart salarial selon les genres, dans certains ministères ou certaines directions, les niveaux -1, -2 sous les EX sont à prédominance féminine, donc des services de ressources humaines et d'autres. Comment est-ce que cette statistique le reflète? L'écart salarial entre les genres, c'est une statistique universelle qui n'est pas fondée sur un employeur en particulier. C'est l'idée de la différence entre les salaires qu'obtiennent les hommes et les femmes en pourcentage, ceux qui font le même emploi. Est-ce que vous parlez du Conseil du Trésor ici? Et- Il y a une partie de la... Donc, de façon globale, pour l'écart salarial, comment est-ce que le fait d'avoir des emplois à prédominance féminine touche cela? Chaque employeur doit regarder son organisation et voir s'il y a un écart salarial au sein de leur organisation. Et ils le font en attribuant une valeur à chaque emploi dans l'organisation. Et ensuite qu'ils ont déterminé quels emplois ont une valeur égale, si vous voulez entrer dans les détails, ils créent une ligne masculine d'emploi, donc salaire par rapport à la valeur, et ils créent des points sur le graphique, donc une ligne de salaire masculin et ensuite une ligne des salaires des femmes. Et donc, cette ligne de salaire féminine est souvent en dessous de la ligne de salaire masculin. Et si votre axe horizontal, c'est la valeur et l'axe horizontal, ce sont les salaires, c'est là que vous pouvez comparer l'écart et la distance entre les deux lignes. Donc, disons, ce sont 200 points, mais on voit là où il y a un emploi à prédominance masculine obtient un salaire plus élevé que les postes qui ont la même valeur que font les femmes. Oui, ça a du sens parce que vous exprimez en termes absolus. Et donc, ça sera différent pour chaque employeur. Mais l'idée, c'est qu'on doit créer des valeurs pour que ce soit comparable et ensuite, on compare cela au salaire. Et quand vous avez une ligne pour les hommes et une ligne pour les femmes, pour la valeur par rapport au salaire, vous pouvez déterminer l'écart. Et ça devient plus compliqué. On n'a pas parlé de la méthodologie. Si ça vous intéresse, les renseignements sont disponibles à la page de la Commission des droits de la personne, parce qu'il y a différentes méthodologies qu'on peut employer pour combler cet écart. Il y a la méthodologie de trouver une moyenne qui serait en conformité avec la loi. Donc, différentes méthodes. Vous pouvez avoir aucune hiérarchie. Tout le monde est payé le même salaire et là, il n'y a pas d'inéquité salariale. Donc, sur ce, on a vraiment pu utiliser beaucoup du temps de vacances de Virda. On doit vraiment la remercier d'avoir pris le temps de ces vacances. J'aimerais bien qu'on puisse continuer, mais on a besoin de manger maintenant. Merci, Virda, d'avoir pris le temps d'être venu nous parler. Alors, prochain point à l'ordre du jour, ça devait être Chris Alward en tant que conférencier principal. Malheureusement, il ne peut pas venir, mais on a Dave. Alors, Barry, vraiment, c'est moi qui devais dire tout ça. Alors, vous pouvez voir dans l'ordre du jour, vous voyez le confrère Aylward.
Et plutôt que le personnel de l'Alliance qui vient nous parler, même s'ils sont en vacances, quelqu'un d'autre est en vacances. Mais ne vous en inquiétez pas. On est allé au vice-président exécutif de l'Alliance, qui aussi n'est pas disponible. Et donc, bon, je suis assez content parce que je devrais lire sa biographie de 3 pages de long. Et donc, Christine, notre dernière présidente nationale, m'a enseigné quelque chose de très important. C'est l'heure de la présidence. On va prendre notre pas plus tôt. On va revenir à 13h20. 13h20, parce qu'on a besoin de commencer à 13h30. Et donc, c'est une question de 10 minutes. Alors, bon appétit à tous.